Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Ils ont leurs sorties et leurs entrées, et chacun, au cours de sa vie, joue plusieurs rôles, ses actes étant les 7 âges. Hop. Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires, t'as peut-être remarqué que j'ai remis mon cosplay de théâtre. Pourquoi donc? Eh bien parce qu'on va démarrer une nouvelle série de contenus. Donc là on a fait les scènes rôlistes, les différentes chapelles. Enfin, on a fait quelques chapelles, on n'a pas tout fait, hein. Et aujourd'hui, on va démarrer donc une nouvelle série sur le concept de direction artistique. Alors, qu'est-ce que j'appelle la direction artistique? Je dirais que c'est l'orchestration de l'esthétique et des thématiques par la base de jeu de rôle, par l'auteur, MJ ou la personne facilitatrice. Ça fait beaucoup de personnes. En fait, pour rejoindre ce qui a été développé là tout récemment dans le contenu sur le manuel de jeu invisible, en fait, la direction artistique, il s'agirait là d'une soft skill, une discipline molle, une discipline qui cumule art littéraire, théâtraux et audiovisuel, et qui a pour but, en fait, d'assurer une cohérence artistique dans la partie de jeu de rôle et éventuellement d'influencer les joueurs dans ce sens. Et donc, la direction artistique, ça peut être considéré comme une partie de ce qu'est le game design, mais on est globalement sur la partie la moins technique, la plus inspirationnelle. Et donc, pourquoi le cosplay théâtre, Thomas? Eh bien, parce que pour le premier contenu de cette série sur la direction artistique, nous allons parler de mise en scène. Et ouais, donc en fait, on va reparler de théâtre. Il se trouve qu'on a déjà pas mal parlé de théâtre ici. Donc je te renverrai en fait sur tous les contenus hein, qui portent de près ou de loin sur le théâtre. Et je pensais avoir fait le tour du sujet, et en fait, c'est pas le cas. Parce que récemment, j'ai écouté un podcast de Proxy Jeux sur la mise en scène dans les jeux de plateau. Il y avait beaucoup de réflexions et de chassés-croisés avec le théâtre, mais globalement, j'ai quand même trouvé que le concept était balbutiant, c'est-à-dire que c'était pas évident, même si on cherchait à le faire, de faire de la mise en scène en jeu de plateau. Ça ne correspondait pas trop. Et je me suis dit que le concept de mise en scène, il était peut-être plus pertinent et plus appliqué dans le jeu de rôle, et donc on va en parler. Comme bah, ça fait déjà un moment, je remercie à nouveau Guillaume Rioux qui m'a à nouveau aidé pour élaborer ce contenu. Donc je vais te citer des choses qu'il a dites, mais bon, plus globalement, l'articulation de mon propos, il est souvent amélioré par les retours qu'il m'a fait, quoi. Donc sa contribution ne s'arrête pas uniquement aux citations que je fais de lui, quoi. Alors, donc on va parler de mise en scène en jeu de rôle, et pour commencer, on va peut-être essayer de définir. Il se trouve que la mise en scène, c'est quelque chose que j'ai déjà essayé de définir dans un essai qui s'appelait le vertige logique, et dans le vertige logique, je différencie la mise en scène et la mise en jeu. On parle toujours de jeu de rôle, hein. Donc pour moi, dans un jeu de rôle, la mise en scène, en fait, c'était les moments de description pendant la scène. Et la mise en jeu, c'était toujours pendant la scène les moments d'interaction. Alors, avec le temps et en essayant de penser mise en scène en s'inspirant du théâtre, je trouve aujourd'hui qu'il y a un peu une lacune dans cette définition, parce que si on la prend telle quelle, la mise en scène, ce serait un pur ordonnancement du théâtre de l'esprit. Donc le théâtre de l'esprit, c'est grosso modo le monde imaginaire par les mots. C'est vraiment juste l'aspect langage de l'expérience de jeu de rôle, quoi. Et donc grosso modo, avec ma description, si je limite la mise en scène aux descriptions, eh bien c'est juste un art de la description, donc c'est juste du texte pur. Or, je pense que tu as l'intuition que la mise en scène en théâtre, bah, c'est loin de s'arrêter au texte pur, voire même ça ne le concerne pas du tout, puisque le texte pur est plutôt de l'ordre de l'écriture de pièces. Donc on va s'intéresser à tout ce qui orne les mots, la prosodie, voilà, donc la façon de prononcer le texte, la gestuelle,
et tout ce qui peut aussi remplacer les mots en jeu de rôle. Donc, ce qui va, par exemple, les battle maps, les figurines, ce sont des choses qui remplacent les mots qui se substituent au théâtre de l'esprit. Par ailleurs, ce que j'appelle interaction dans ma définition de mise en jeu, ben, c'est pas forcément exempt de mise en scène, quoi. C'est pas parce qu'il va y avoir une interaction, notamment entre les PJ et le décor ou les figurants, que la mise en scène n'est plus quelque chose d'important. Alors, je vais prendre un exemple, en fait, dans Inforenza, donc la mécanique de conflit, c'est-à-dire notamment quand des personnages s'affrontent ou affrontent le décor et les figurants, cette mécanique va chorégraphier les échanges. C'est-à-dire que je vais énoncer un des traits de mon personnage. Par exemple, je combats avec l'épée de mon père, voilà, c'est qui est écrit sur ma feuille de personnage. Et à chaque fois que j'énonce un de mes traits, donc je dois préciser comment il est relié à l'interaction. Bon, voilà, typiquement dans le conflit, bah, je sors mon épée, quoi, l'épée de mon père. On prend un dé parce que le trait nous donne un dé. Donc il y a tout un aspect gestuel. On va énoncer un autre trait. Du coup, on va prendre un autre dé. Il y a d'autres joueurs qui s'intercalent. Ils disent ah oui, mais moi je m'intercale parce que j'ai le trait. Je suis ton ennemi juré. Tac, je prends un dé. Euh, et ainsi de suite, quoi. Donc il y a une sorte de chorégraphie entre la parole et entre la feuille de personnage, la parole, le geste, voilà, qui est orchestré par la mécanique de conflit. Donc là, enfin, typiquement, c'est un petit exemple de ce qu'on peut avoir de mise en scène dans une interaction. Également en théâtre, la mise en scène, elle recouvre tout ce que un ou une metteur en scène ajoute à la pièce par rapport au texte. Le texte résumant souvent en dialogue. Donc qu'est-ce que on va ajouter? On va ajouter le décor, on va ajouter les costumes, on va ajouter les sons et lumières, on va ajouter la direction d'acteur. Donc c'est ces quatre aspects-là, décor, costume, son et lumière, direction d'acteur, qu'on va maintenant passer en revue et essayer d'appliquer au jeu de rôle. Donc, pour le décor, les costumes, les sons et lumières, en jeu de rôle, on a plusieurs possibilités. On peut tenter l'approche immersionniste. Donc voilà, du coup, décor, costumes, son et lumière vont avoir, je pense, une grande importance. Et on peut aller jusqu'à une proximité avec le grandeur nature, c'est-à-dire qu'on va chercher un haut niveau d'indexicalité. Un haut niveau d'indexicalité, ça veut dire que les objets fictionnels sont représentés par des objets concrets, et plus les objets concrets représentent réellement ce qui sont censés être dans la fiction, plus on a une indexicalité forte. Alors, bien sûr, en jeu de rôle, même immersionniste, ça ne va jamais jusqu'au GN, puisque du coup, ça devient du GN, tout simplement. Euh, mais avant d'en arriver là, on peut avoir des approches quand même déjà avec une mise en scène assez importante. Je vais te renvoyer par exemple à un podcast du Profond Conclave. Donc c'est un groupe de rôlistes et notamment ils débriefent une partie urbex, c'est-à-dire qu'ils sont allés faire de l'urbex, je crois que c'est en Tchéquie, quelque chose comme ça. Et donc ils sont allés jouer dans des souterrains quoi. Et donc les souterrains étaient le décor de leur partie. Je crois que du coup, la partie était également censée se passer dans des souterrains. Enfin, il y avait comme une idée de se rapprocher de l'endroit où on joue. Globtopus a fait ça aussi avec les backrooms, c'est-à-dire que ils ont joué dans je sais pas, ça ressemblait à un parking désaffecté, je sais pas quoi. Enfin, un endroit un peu glauque, un peu urbex pour un peu coller à ce qui pouvait être les endroits de la partie, le topos de la partie, quoi. Un peu à l'inverse, donc pour tout ce qui est décor, costume, son et lumière, on va avoir l'approche du théâtre de l'esprit qui va plutôt du coup limiter l'usage des accessoires, puisque on va avoir plutôt une abstraction par le langage. Je te renvoie au contenu, non, l'abstraction ce n'est pas sale. Mais on peut quand même avoir du coup, on va concentrer ces effets au niveau de la description. Cette description, elle peut être diégétique, c'est-à-dire une description qui est censée représenter fidèlement la fiction. On peut aussi pratiquer l'apostrophe, c'est-à-dire simplement MJ qui s'adresse aux joueurs, quoi. Voilà, avec un bris de quatrième mur assumé.
Euh, mais assumé dans le sens pas juste sans faire exprès ou passe-moi les chips, mais vraiment utilisé de façon intelligente. Le fait de parler en méta, quoi, ça peut faire partie de la mise en scène. On peut avoir, toujours dans les types de description, on peut avoir des effets un petit peu artistiques, tels que pratiquer le spoken word, c'est-à-dire faire une description, on peut mettre une petite musique derrière qui est quasiment slamée, ou en tout cas qui se veut solennel, avec un rythme de voix qui n'appelle pas à l'interruption, quoi. C'est-à-dire que, grosso modo, tu vas partir dans un tunnel de récitation, et ça se sent qu'il faut te laisser aller jusqu'au bout de ton truc, que tu es en représentation, et donc c'est pas forcément quelque chose qu'on peut interrompre comme une description ou un dialogue classique. L'extrême de ça, c'est bien sûr le jeu en transe où on peut faire des scans, rentrer en transe, par exemple s'induire au tambour ou avec de la musique, et faire des scansions, des improvisations poétiques ou mystiques et tout, pareil, qui n'appellent pas l'interruption et qui sont censés, voilà, mettre une touche artistique, dramatique ou immersive à la partie, sans pour autant tellement utiliser d'accessoires, quoi. Donc, sur ces questions, tu vois, sur ces questions de mise en scène, déjà, on a cette notion d'interruption qui est importante. C'est-à-dire, quand une personne pratique la mise en scène, on parlera des joueurs, mais c'est quand même assez souvent MJ qui va faire la mise en scène. Eh bien, la question c'est est-ce que cette mise en scène, elle peut être interrompue par tout simplement des interactions, des joueurs qui posent des questions, qui veulent faire agir le personnage, ou est-ce qu'il vaut mieux laisser en place des tunnels euh, en fait, il y a une gradation. C'est-à-dire que je dirais qu'il y a deux types de scènes, enfin deux extrêmes possibles. Il y a la scène qui est cinématique, ça c'est une description, il n'y a pas d'interaction, quoi. Éventuellement, on va même se permettre de prendre légèrement le contrôle des PJ pour assurer son tunnel, son placard avec les effets qu'on a prévus et tout, quoi. Ça permet d'éviter que les effets tombent à plat à cause d'interruptions, quoi. Par exemple, là où c'est pratiqué, il y avait Maxine et Morgan qui étaient intervenus sur les podcasts de la cellule pour expliquer comment ils faisaient des maîtrises à deux MJ dans l'univers de Sens. Et du coup, en fait, ils préparaient des dialogues entre deux PNJ, quoi, qui jouaient de façon théâtrale devant les joueurs. Et t'étais pas censé les interrompre de trop, quoi. Euh, à l'extrême opposé, donc on a la scène interactive. Donc ça, c'est une scène où là, les joueurs sont carrément invités à interagir, notamment via leur personnage. Et là, ça veut dire qu'on prend tout simplement le risque que les effets de mise en scène soient perturbés ou interrompus, à moins de réussir à mettre en scène l'interaction d'une façon ou d'une autre, comme par exemple je t'ai expliqué tout à l'heure. Guillaume Rioux, d'ailleurs, voulait revenir sur cette gradation entre scène cinématique et scène interactive. Pour lui, ça dépend en fait à la fois de la structure du scénario. C'est un scénario couloir où on va avoir beaucoup de cinématiques. C'est un scénario bac à sable, c'est beaucoup plus des scènes interactives. Et ça va aussi dépendre de l'attitude de MJ. C'est-à-dire que il y a une collaboration à la mise en scène entre auteur et MJ. On peut supposer que dans un scénario, on peut avoir des indications de mise en scène. On peut aussi supposer que MJ va prendre ses libertés, va faire plus ou moins de mise en scène que ça n'est prévu. Ah, mes notes tombent. Attends, 2 secondes. On va y arriver. Hop. Ouais. Donc, maintenant, on va parler un petit peu de la direction d'acteur, en fait. Bah, c'est là où c'est un peu compliqué. Je m'étais d'ailleurs un petit peu étendu sur jeux de rôle et théâtre si proches et pourtant si lointains. Parce qu'en fait, en théorie, en jeu de rôle, la direction d'acteur, elle est absente ou limitée. Autrement dit, on est censé laisser les joueurs jouer leur personnage comme de leur plein gré, sans leur donner voilà, des directions de jeu, quoi. Ben,
Alors, il y a des exceptions, et donc je vais passer tout de suite pour pas avoir l'air d'être absolu comme ça. Par exemple, dans le JIP-Form, eh bien, il est clairement admis que l'orga donne des directives de jeu en temps réel, notamment des directives théâtrales sur des placements. Vous allez vous placer là comme ça, vous allez agir comme ci, comme ça. C'est aussi assez présent. C'est aussi assez présent dans le destin de Juliette également, autre pièce sur le théâtre, enfin, autre GN sur le théâtre, enfin, de toute façon qui procède du JIP-Form à mon sens, tout en le critiquant. Euh, on va aussi avoir le freeform israélien. Le freeform israélien, donc c'est une scène ludique où il est important en fait, le but principal du MJ c'est de provoquer des émotions fortes, et en tout cas de driver des émotions quoi. Et pour ça, MJ a le droit, se réserve le droit par certains moments de décrire les émotions, voire les actions des personnages. Alors MJ n'est pas censé le faire tout le temps. C'est par moment, ce sont des leviers, parce que si ton but en tant que MJ, c'est de provoquer une gamme d'émotions sur les joueurs, en fait, décrire les émotions, ça n'est pas la façon la plus efficace d'y parvenir. Euh, Ça va induire, quoi. Par moment, tu vas le faire. C'est-à-dire, si tu veux décrire l'amour, voilà, je sais pas, oui, tu vas commencer à décrire que le personnage tombe en amour, tout ça, les sueurs froides, les mains moites, je ne sais pas quoi. Mais au bout d'un moment, il faudra espérer que la mayonnaise prenne, enfin que ce soit les joueurs qui s'imprègnent de l'émotion, quoi. Donc c'est une sorte de juste milieu à trouver, quoi. Je dirais que voilà, je dirais que pour une émotion décrite, il faudrait avoir trois émotions vraiment vécues, quoi. Un truc comme ça, puisque du coup, ta palette pour induire les émotions, ça se passe pas uniquement par décrire les émotions des personnages, ça passe justement par ta prosodie, par tes effets. On parle dans le jeu d'horreur, on parle par exemple du jump scare, c'est le fait de se mettre derrière quelqu'un, puis d'un coup, pas crier, tu vois, ça va induire un comportement, ça va induire une émotion, sans pourtant que j'ai eu besoin de décrire, quoi. Voilà, bon, assurez-vous que les gens soient d'accord pour faire des jumpscares, parce que si t'as des personnes notamment avec des syndromes de choc post-traumatique, je crois que c'est pas hyper indiqué de leur crier derrière. Enfin, bon, bref, j'ai déjà rencontré des personnes qui refusaient qu'on leur fasse ça, en tout cas. Voilà, donc sinon, autre technique qu'on va trouver en GN, mais qui est tout à fait transposable au jeu de rôle, c'est le bird in ear. L'oiseau dans l'oreille, dans la langue de, dans la langue de Joule. Eh bien, l'oiseau dans l'oreille, en fait, c'est, en tant que MJ, tu t'approches de tes joueurs et puis tu leur suggères des sensations, des émotions dans le creux de l'oreille. Par exemple, je sais plus, dans un article où j'ai vu le bird in ear décrit dans un article, c'était du genre, son cou a l'air si fragile, le briser serait si facile. Bon, t'es pas obligé de dire des trucs aussi dingos, mais bien sûr. Mais voilà, l'avantage du bird in ear par rapport à la prise à la description d'émotions ou d'action, c'est que c'est suggestif. En fait, tu joues une petite voix intérieure du personnage et les joueurs sont libres ou pas d'écouter cette petite voix. Même si elles l'écoutent pas, elles peuvent réagir en répondant, dire non, je ne ferai pas ça. C'est vrai que j'en ai envie, mais je ne le ferai pas. Et donc voilà ce qu'on appelle direction d'acteur. J'ai l'impression que c'est jamais aussi franc que dans la mise en scène théâtrale qui peut aller jusqu'à le placement, redis ça plus vite. Enfin, il y a un niveau entre guillemets il y a un niveau d'intervention dans la direction d'acteur en théâtre qui a absolument rien à voir avec ce qu'on peut avoir en jeu de rôle, même dans les petites exceptions que je t'ai citées, quoi. Guillaume nous parle aussi de brainstorm collectif, donc on pourrait parler de calibration aussi, hein, pour savoir qui fait quoi, et avec, en ce sens, on peut avoir des formes de direction collective. Ça va de, bon bah, qui est-ce qui va prendre le soigneur dans le groupe, à,
oui, c'est quoi la dynamique au sein du groupe, c'est quoi nos dramas. Effectivement, on peut considérer que c'est une direction collective, effectivement, tout à fait. Alors, la mise en scène maintenant par le game design. Alors, André-Antoine, qui est considéré comme le premier metteur en scène de théâtre, ça veut dire qu'avant lui, en fait, les pièces étaient tout simplement mises en scène par leurs auteurs, quoi. Voilà, j'espère que je dis pas des bêtises, mais je crois que c'est à peu près ça, quoi. Euh, et en fait, on commence au XXe siècle, en fait, à avoir voilà, à mettre en scène des... Bon, alors après, j'imagine que les classiques, parce que bon, au 19e, je pense qu'ils jouaient les pièces des siècles précédents, et voilà, a priori, l'auteur n'était plus là pour mettre en scène la pièce. Donc je pense plutôt que ce qui arrive avec André-Antoine, c'est l'idée que la personne qui va mettre en scène la pièce, même si c'est un classique, tu vois, va s'approprier le contenu en fait. Va s'approprier le contenu, va mettre sa patte, sa personnalité, en plus de voilà, et va peut-être aussi réfléchir assez plus largement aux effets que produit le théâtre et que ça dépasse largement le simple texte quoi. Donc on va tenter de magnifier ce texte. Donc, André-Antoine décrit la mise en scène comme l'art de dresser sur les planches l'action et les personnages imaginés par l'auteur dramatique. Alors, si on veut être fidèle à cette définition en jeu de rôle, bah, on doit considérer que ce qui relève de la base, eh ben, ne relève pas de la mise en scène, puisque la mise en scène, ce serait en quelque sorte magnifier la base, quoi. Euh, Alors, ok, je dis que la mise en scène ne relève pas de la base, mais on a quand même vu dans le contenu, notamment sur le manuel de jeu invisible, que les bases, elles vont réincorporer régulièrement des techniques molles. Et c'est en fait le cas d'éléments de mise en scène qu'on peut trouver dans certaines bases. Par ailleurs, en théâtre, il y a certains auteurs qui donnent des indications de mise en scène dans le texte de leur pièce. Ils se contentent pas de donner les dialogues et quelques didascalies, quoi. C'est le cas notamment de Bertolt Brecht ou encore de Samuel Beckett. Samuel Beckett, il a même intenté une action contre un metteur en scène, en fait, qui avait pas respecté ses instructions. Euh, donc, euh, donc voilà, en fait, la mise en scène, parfois, elle est déjà incorporée dans le texte de la pièce. Et donc la séparation des rôles entre auteur du texte de la pièce et metteur en scène de la pièce, c'est aussi appelé à être bousculé dans le théâtre. Donc, en fait, ce qui fait qu'on est tout à fait légitime à parler de prescriptions de mise en scène qui seraient faites par des bases de JDR. D'une, ça existe. De deux, si on prend l'exemple du théâtre, ça existe aussi en théâtre. Donc, let's go. Donc en fait, notamment, un jeu il peut prendre en main les aspects décor, costume, son et lumière, quoi. C'est-à-dire, expliquer comment, quel décor, costume, son et lumière utiliser. Voire pourquoi pas, soyons fous, en fournir un peu. Enfin, si on veut, par exemple, si on prend l'écran de jeu de rôle, c'est un peu le minimal de la mise en scène fourni par la base, quoi. C'est-à-dire qu'on a souvent un paysage, quoi, un décor, quoi, un peu qui fait un peu fond théâtral, quoi, et qui est fourni par le jeu, quoi. Mais sinon, il peut y avoir beaucoup de conseils sur, voilà, je sais pas, acheter des bougies, utiliser tel parfum, n'importe quoi, utiliser telle musique, procurez-vous des projecteurs avec des filtres, utilisez des vidéoprojecteurs, enfin voilà, on peut avoir plein de conseils. Une base peut par exemple fournir des vidéos et puis dire bah voilà, utilisez un vidéoprojecteur et projeter ces vidéos pendant vos scénarios quoi. Également, on va avoir ce qu'on appelle la ritualisation, c'est-à-dire la ritualisation, c'est la mise en scène des échanges et de la progression du jeu
Par exemple, dans Ten Candles, eh bien, le jeu prescrit qu'on doit allumer des bougies et qu'en fait, l'extinction progressive de ces bougies va marquer la progression de la partie. Euh, à cette ritualisation qui est en fait quelque chose d'assez méta, parce qu'en fait, les bougies de Ten Candles, elles n'existent pas dans la fiction. D'accord? C'est une espèce de... Bah, c'est symbolique comme mise en scène. On peut éventuellement préférer une diégétisation. Donc diégétisation, c'est remettre une mécanique, la réincorporer dans la fiction. Par exemple, dans les centres ou encore dans Milvaux, on va mettre en scène les attitudes par des rituels personnels ou collectifs. C'est-à-dire que il y a des lois magiques, des obligations morales, des obligations sociales, des destins personnels à jouer. Enfin, tout ça, en fait, les attitudes, voilà, comme ça, les attitudes des joueurs vont être assez largement orchestrées par des lois du monde, en fait, pour le dire simplement, quoi. Donc, par loi du monde, on peut entendre ce qu'on appelle les lois diégétiques, c'est les lois physiques, et les lois hypodiégétiques, ce sont les lois sociales, les lois morales, en gros. Un jeu peut aussi s'occuper de faire ce que j'appellerais le design d'ambiance. Par exemple, le jeu Sword of Masters, et en fait, il fait varier les personnages, suite à un jet de dés, il fait varier les personnages entre une tonalité sombre et une tonalité légère. Et donc, cette variation, bah, c'est déjà une forme de mise en scène, quoi. La direction d'acteur, elle est également largement possible et acceptable via le game design. Je dirais que, en fait, la base de jeu de rôle est reconnue comme étant plus légitime que MJ pour faire de la direction d'acteur, en fait. C'est-à-dire que le jeu, il peut prendre en charge le fate play. Le fate play, en fait, c'est la part du roleplay qui est jouer le destin du personnage, jouer le script. Par exemple, ben, c'est bête à dire, mais si tu joues un tueur de troll à Warhammer, bah, le tueur de troll, il va mourir. Enfin, je veux dire, c'est son objectif, il veut mourir à la bataille et tout, donc il y a un fate play à jouer, quoi, d'accord? euh, Et en fait, on va quand même laisser une marge aux joueurs, cette marge d'interprétation, c'est-à-dire ce qui n'est... En fait, on peut considérer qu'une feuille de personnage, ce sont des directives de jeu, d'accord? Et en fait, il te reste le free play. Le free play ou le jeu libre, eh ben, c'est la part de ton roleplay qui n'est pas un produit des directives de jeu sur la feuille de personnage. En fait, ces directives de jeu qui sont sur la feuille de personnage, elles te laissent généralement quand même une importante marge de liberté que tu vas exploiter pour faire ton jeu libre. Également, les centres proposent des fiches techniques de roleplay, c'est-à-dire bah, des indications de jeu, des suggestions de jeu, des attitudes qu'on pourrait avoir qui sont censées nourrir en fait le jeu collectif. Ça aussi, c'est une forme de direction d'acteur. C'est pas vraiment un truc de genre tu dois jouer ton personnage comme ça. C'est plutôt voici des choses que si tu les joues, d'ailleurs c'est pas associé à un personnage en particulier. Voici des choses que si tu les joues, bah, ça peut produire des effets intéressants. Également, on a La La Land of the Dead de Guillaume Jantet qui va octroyer des bonus si on fait des propositions chantées. C'est-à-dire que t'es pas obligé de chanter, mais si tu chantes, t'as des bonus. Et donc, bah, littéralement, on est sur, voilà, on est sur également de la direction d'acteur. Ah, bah là, ce serait bien que tu nous fasses un petit morceau comédie musicale. Alors, pour conclure, enfin, pour s'approcher de la conclusion, parce que c'est pas la conclusion. Alors, eh ben là, je vais un petit peu faire repartir. Je vais rependuler en fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, je me suis un peu fait l'avocat de des instructions de mise en scène dans les bases de jeux de rôle. Je vais me faire l'avocat de pas trop mettre d'instructions de mise en scène maintenant. Et on va revenir à l'opéra et au théâtre, puisque donc en opéra. Donc au XXe siècle, il va se mettre en place la culture du Regi Theater qui s'appelle également théâtre de la mise en scène. Et bon, c'est une culture qui va s'extrapoler au théâtre. C'est-à-dire qu'on va rejouer des classiques de l'opéra et on va vraiment mettre une très très grande importance sur la réappropriation, notamment pour éviter que
pour se renouveler, tout simplement, mais aussi parce que certains codes de l'opéra pouvaient être considérés comme obsolètes, voire même carrément offensants, notamment la polémique autour du rigiterateur. Elle intervient quand qu'il faut réadapter Wagner qui a été, entre guillemets, quand même, voilà, le musicien d'opéra préféré des nazis. Donc, dans l'après-guerre, on essaie un petit peu de faire des mises en scène de Wagner qui soient très très différentes de ce qui pouvait être fait, en fait, dans l'entre-deux-guerres, pendant la guerre, quoi. Et donc dans ce Reggae-Theater, on a cette idée que vraiment c'est très très important qu'on ait des mises en scène qui s'approprient très très largement le matériau de base, qui le magnifient, qui le différencient. Euh, un exemple que tout le monde connaît en fait hein, de cette politique cette politique de la mise en scène, c'est le fait de rejouer des classiques en costume contemporain. Bon voilà, ben ça c'est déjà du théâtre de la mise en scène. C'est cette idée que après tout, si on regarde le texte, nulle part c'est précisé qu'il faut jouer en toge, une pièce de théâtre classique. Et donc, bah, on peut très bien la jouer en costard, et puis voilà, il n'y a pas de problème, quoi. On peut la jouer avec des costumes contemporains, ou en jogging, si on veut, et voilà, quoi. Et bon, bien sûr, c'est l'idée de moderniser le message de la pièce, de la rendre, de permettre l'identification par un public contemporain, et plus largement, en fait, bah, d'avoir une contribution artistique majeure, d'apporter sa sensibilité, d'apporter une nouvelle lecture à la pièce. On peut même aller carrément jusqu'à volontairement trahir la pièce, lui faire dire quelque chose de différent de ce qu'elle disait au départ. Bref. Et donc en jeu de rôle, ce théâtre de la mise en scène, comment ça s'applique? Eh bien, on peut considérer que la table ne souhaite pas que la base lui impose des instructions de mise en scène. Que ce serait en fait que cette mise en scène ce serait considéré comme un des plaisirs spécifiques de MJ ou des joueurs, et qu'on ne voudrait pas se déléguer ça à la base. De même qu'on peut supposer que en réponse à ça, il y a en fait pas mal d'auteurs de jeux qui font le choix délibéré de mettre les instructions de mise en scène dans leur jeu, pour cette raison. C'est-à-dire que si dans un jeu, tu n'as pas d'instruction de mise en scène, c'est peut-être par ignorance, c'est peut-être par paresse, ou c'est peut-être tout simplement parce que l'auteur respecte la liberté, respecte les plaisirs, réserve en fait ce plaisir spécifique à la table et ne souhaite pas donc s'en mêler en imposant ses propres vues. Alors, j'ai un petit peu parlé des joueurs et la question c'est est-ce que les joueurs font de la mise en scène? Alors, en théorie, en théâtre, les joueurs font pas de mise en scène. Dans la pratique, je pense que si les acteurs font de la mise en scène, dans le sens où on peut avoir des mises en scène collégiales, même quand on a. Ça arrive assez souvent d'ailleurs que le ou la metteur en scène soit également joue un rôle dans la pièce. Et puis, globalement, même si on a un ou une metteur en scène unique, généralement les acteurs se privent pas de donner des conseils. Voilà, les acteurs contribuent à la mise en scène parce que c'est jamais, enfin c'est rarement juste notre metteur en scène tyrannique qui prend toutes les décisions, qui n'accepte aucune suggestion et tout. Je suppose que ça existe, mais je pense que le contre-modèle un petit peu plus collectif existe également. Donc, en jeu de rôle, la mise en scène par les joueurs, du coup, ça me semble particulièrement valable dans les jeux sans MJ ou dans les jeux à narration partagée. Je rappelle que juste jouer son personnage, c'est pas de la mise en scène. C'est parce que c'est du jeu d'acteur, c'est pas de la direction d'acteur, enfin se diriger soi-même, enfin au bout d'un moment, voilà, c'est autre chose, quoi. Hein. Et c'est pas pour dévaloriser ce qu'est le roleplay, quoi, mais c'est pas de la mise en scène. Donc la mise en scène, c'est du coup bah, toutes les techniques de MJ ou de base que j'ai décrites, c'est des choses qui vont être réappropriées par les joueurs, quoi, dans les jeux, notamment à MJ, sans MJ et à narration partagée. Petit exemple, par exemple, qui est donné par Guillaume Rioux
dans Sang et Honneur, d'un jeu de John Wick, eh bien les tests déterminent qui obtient le privilège de la narration, quoi. Et donc on a une chorégraphie comme ça de la mise en scène tournante, quoi. On, on est obligé de parler, évidemment, quand on parle de mise en scène, on est obligé de parler des actual plays. On est obligé de parler du jeu en performance, donc le fait d'avoir un jeu conscient, à la fois également déconstruit, avec beaucoup de recul. Euh, et dans ces deux pratiques, en fait, c'est le fait même de jouer qui est mis en scène. C'est-à-dire que la façon qu'on a de roleplayer n'est pas innocente, le métadiscours qu'on a n'est pas innocent, tout ça fait partie d'une performance globale. Je renvoie aussi à mon article qui s'appelle On joue deux rôles. C'est particulièrement vrai dans les deux scènes que je viens de citer, hein, l'actuel play et le jeu en performance, c'est-à-dire qu'on joue à la fois son personnage, mais en fait, quand je joue une bardesse, je joue pas que la bardesse, je joue aussi Thomas qui joue la bardesse. C'est-à-dire que j'ai décidé que je jouerais un Thomas, je sais pas, qui fait semblant d'en avoir rien à foutre de la partie, ou au contraire un Thomas qui est hyper enthousiaste de la partie, et cet enthousiasme il est un peu surjoué, ou il y a plein de choses. Le simple fait, par exemple, quand tu es joueur expérimenté, mais que tu choisis de te mettre en retrait pendant la partie, eh bien, tu joues un rôle. C'est-à-dire que tu ne... En fait, on joue la façon dont on se représente soi-même. Je parle pas de son personnage, mais soi-même, dans la partie, elle est souvent calculée, masquée. C'est souvent une posture, quoi. Euh, et c'est pas pour critiquer ça, c'est très très bien de faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de tout ça, de ce gros morceau sur la mise en scène? Ben, c'est un peu mitigé qu'au sondage. C'est-à-dire que, à moins de pratiquer un théâtre immersif dans sa forme la plus totale, bah, je maintiens que le jeu de rôle, ça reste trop éloigné du théâtre. Je renvoie donc à la vidéo jeu de rôle et théâtre, si proche et pourtant si lointain. Voilà, c'est trop éloigné du théâtre pour que la notion de mise en scène me semble aisément transposable. Moi, j'ai eu l'impression là, en te parlant, d'avoir fait énormément de pirouettes, si tu veux, pour transposer des concepts d'une discipline à l'autre. Euh, Néanmoins, bah, il est fertile de s'en inspirer et ça pourrait ouvrir la voie à de nouvelles formes de pratique. C'est-à-dire on peut bien sûr théâtraliser davantage notre pratique. Euh, Il y a plein de façons de le faire et donc je pense qu'on a encore beaucoup de pistes à explorer dans ce sens. Et je vais laisser le mot de la fin à Guillaume Rioux, parce que Guillaume Rioux n'est que partiellement d'accord. Pour lui, en fait, on peut mettre en scène des événements avec la musique ou la lumière, ça se fait beaucoup, ou avec des picaseries. Alors, c'est quoi les picaseries? En fait, il se trouve que j'ai participé à un podcast avec la cellule il y a très longtemps où j'expliquais ce que je présentais comme des techniques de MJ. Est-ce que Romaric Briand avait renommé des picaseries, parce que à l'époque mon pseudo c'était Pika, Pika Toulou, enfin bref, ne m'appelez pas comme ça, c'est vraiment totalement obsolète, moi hein, c'est Thomas. Euh, mais voilà, donc on appelle ça les picaseries, et c'est des petites techniques qui étaient effectivement à cheval entre la fiction et la réalité, entre le théâtre et le jeu, et qui étaient censées produire des effets. Par exemple, il y avait la sonnette de maître d'hôtel, c'est-à-dire que j'ai utilisé une sonnette de maître d'hôtel. Je cite bon, je vais pas la chercher parce que là on va perdre beaucoup trop de temps. Mais l'idée c'est que, par exemple, pour faire l'initiative, il fallait taper sur la sonnette de maître d'hôtel, quoi. Donc on devait on devait sauter sur la sonnette pour faire l'initiative. On pouvait aussi MJ de temps en temps, en tant que MJ, utiliser la sonnette de maître d'hôtel pour effrayer les gens, pour annoncer un changement d'acte et tout. Bon, ça c'est un peu, c'est vrai que c'est un exemple typique de technique de MJ qui relève totalement de la mise en scène, quoi. Donc, Euh, alors j'avais parlé d'indexicalité, Guillaume nous en reparle puisqu'il parle de l'utilisation d'objets physiques supposés exister dans les mondes imaginaires. Typiquement les aides de jeu dans Cthulhu, bah, tu sais, les personnages lisent le journal, tu leur donnes un vrai journal imprimé. Euh,
eh ben, ça intègre également la mise en scène dans l'étape de jeu de rôle, quoi. Pour lui, c'est pas de la mise en scène au rabais, c'est totalement de la mise en scène. Euh, C'est-à-dire que c'est peut-être pas autant poussé qu'en théâtre, la mise en scène en jeu de rôle, mais ce souci de la mise en scène, il existe bel et bien, il est pratiqué même depuis assez longtemps, et il a sans doute de beaux jours devant lui. Eh bien, on va se laisser. La prochaine fois, on va rester sur un sujet très très proche, puisqu'on va parler de comment animer une partie de jeu de rôle en public. Allez, ciao, porte-toi bien.